bonsoir et merci d'être au rendez-vous pour passer en revue les principales informations de ce jour. Les militaires retraités sont de retour dans la rue. De Tripoli à la Bekaa, en passant par le Akkar, ils dénoncent la détérioration des conditions de vie et l'absence de mesures dans le budget 2026 pour améliorer leur retraite. Entre routes coupées, sit-in et appels au dialogue, ils menacent d'intensifier leur mouvement si le gouvernement reste sourd à leurs revendications. Parmi ces nouvelles actions de protestation, un sit-in devant le ministère des Finances au Akkar, un rassemblement à Chtoura et une coupure de l'autoroute Tripoli-Beyrouth à Palma. Les manifestants réclament le paiement de leurs arriérés, la revalorisation de leurs pensions et dénoncent un budget 2026 qui ignore, selon eux, leurs droits. Un mouvement qui reste pacifique, mais dont les organisateurs promettent d'intensifier la pression si le gouvernement ne répond pas à leurs demandes. Nouveau blocage au Conseil de sécurité de l'ONU. Les États-Unis ont opposé leur veto à une résolution réclamant un cessez-le-feu immédiat et l'accès humanitaire à Gaza. Une décision qui a provoqué une vive colère parmi les autres membres du Conseil, alors que la situation humanitaire dans l'enclave palestinienne ne cesse de s'aggraver. Les États-Unis ont une fois encore empêché l'adoption d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU réclamant un cessez-le-feu permanent et la levée des restrictions à l'aide humanitaire à Gaza. Le texte avait pourtant recueilli 14 voix pour, mais Washington, allié indéfectible d'Israël, a fait usage de son droit de veto. C'est un moment sombre pour ce Conseil, a déploré l'ambassadeur pakistanais Assem Iftikhar Ahmed, évoquant les pleurs des enfants et l'angoisse des mères. Son homologue algérien Amar Benjama a lancé un message aux habitants de Gaza. « Pardonnez-nous parce que ce Conseil n'a pas pu sauver vos enfants ». La représentante du Danemark a insisté, une génération risque d'être perdue, pas seulement à cause de la guerre, mais aussi de la faim et du désespoir. Du côté américain, la diplomate Morgan Ortagus a justifié le veto en expliquant que le texte ne tenait pas compte de l'augmentation récente de l'aide humanitaire. Même son de cloche à Tel Aviv. L'ambassadeur israélien Danny Danon a dénoncé une résolution sans condamnation du Hamas, qualifiée de capitulation. Sur le terrain, l'urgence humanitaire est pourtant dramatique. L'ONU a déclaré la famine dans certaines zones de Gaza, tandis que les livraisons de camions humanitaires restent insuffisantes. Pour la première fois, une commission d'enquête internationale a accusé Israël de commettre un génocide à Gaza, un terme lourd de conséquences. Ce nouvel échec diplomatique intervient à quelques jours du sommet annuel de l'ONU, où la question de Gaza s'annonce au centre des débats. Et toujours au Conseil de sécurité de l'ONU, celui-ci a voté contre la levée définitive des sanctions contre l'Iran. Un revers diplomatique pour Téhéran, accusé de ne pas respecter ses engagements nucléaires. Alors que les Européens réclament des gestes concrets, l'Iran assure avoir soumis une proposition créative et équilibrée. Le compte à rebours est enclenché. Le Conseil de sécurité de l'ONU a validé le rétablissement des sanctions contre l'Iran à quelques jours du sommet annuel de l'organisation. Tout avait commencé en 2015 avec l'accord conclu entre Téhéran et les grandes puissances pour encadrer son programme nucléaire en échange d'une levée des sanctions. Mais en 2018, Donald Trump en sort, rétablissant des sanctions américaines unilatérales. Depuis, l'Iran s'est progressivement affranchi de ses engagements, notamment en enrichissant de l'uranium à des niveaux jugés inquiétants. L'Occident soupçonne Téhéran de chercher à se doter de l'arme atomique, ce que la République islamique dément, affirmant son droit à développer un programme civil. Fin août, Paris, Londres et Berlin ont déclenché le snapback, ce mécanisme qui permet de rétablir automatiquement les sanctions internationales en 30 jours. L'Iran a tenté une ultime manœuvre. Son ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré sur X avoir soumis aux Européens une proposition créative, équitable et équilibrée qui répond aux préoccupations légitimes et est mutuellement bénéfique.
Mais les capitales européennes doutent. Les dernières nouvelles reçues de Téhéran ne sont pas sérieuses, a tranché Emmanuel Macron, estimant que les sanctions seraient rétablies d'ici la fin du mois. En cause, un accord jugé insuffisant conclu début septembre entre Téhéran et l'AIEA, sans reprise immédiate des inspections suspendues après des frappes israéliennes et américaines. Formellement, une résolution soutenue par Moscou et Pékin propose de maintenir la levée des sanctions. Mais selon les observateurs, la Russie et la Chine n'atteindront pas les 9 votes nécessaires. Un réveil brutal pour les habitants de la péninsule du Kamtchatka en Extrême-Orient russe. Un puissant séisme de magnitude 7,8 a été enregistré, secouant toute la région. Le tremblement de terre s'est produit à 128 km à l'est de la ville, à seulement 10 km de profondeur, selon l'USGSC, le service sismique américain. L'alerte au tsunami, déclenchée immédiatement après le séisme, a été levée quelques heures plus tard, mais elle a provoqué un vent de panique sur les côtes de la région. Ce matin, la résilience des habitants du Kamtchatka est une nouvelle fois mise à l'épreuve, a déclaré le gouverneur Vladimir Solodov. Il appelle la population à garder son calme. Aucun dégât majeur n'a été signalé pour l'instant. La région reste marquée par le souvenir du séisme de juillet dernier de magnitude 8,8 qui avait provoqué un tsunami destructeur dans un village côtier. Le Kamtchatka est situé sur la ceinture de feu du Pacifique, une zone à forte activité sismique. Et ce n'est pas le premier événement de cette semaine. Un autre séisme de magnitude 7,4 avait déjà frappé la région samedi dernier. La surveillance reste de mise alors que les autorités craignent encore d'éventuelles répliques. 5 ans après l'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris, les tours de la cathédrale rouvrent enfin au public. Entièrement restaurées, elles offrent un parcours inédit et sécurisé à l'occasion des Journées du patrimoine. Une étape symbolique dans ce chantier colossal qui a mobilisé la France entière et qui redonne à la capitale l'un de ses plus beaux points de vue. Symbole parisien, symbole de renaissance. À partir de ce samedi, les visiteurs pourront de nouveau gravir les 424 marches menant autour de Notre-Dame, fermées depuis l'incendie dévastateur d'avril 2019. Emmanuel Macron est monté sur le toit du monument pour saluer les artisans et ingénieurs qui ont mené cette restauration hors norme. Le parcours, totalement repensé, débute désormais sur la tour sud et un escalier monumental en chêne massif. Il permet d'accéder au beffroi, puis aux terrasses à 69 mètres de hauteur avec une vue imprenable sur Paris. Le visiteur découvre aussi les célèbres cloches, dont Emmanuel, plus de 13 tonnes, réservées aux grands événements nationaux. Autre nouveauté, la cour des citernes qui offre un regard unique sur la forêt, la charpente entièrement reconstruite après avoir été engloutie par les flammes. Les conditions de visite sont strictes, 400 000 visiteurs par an au maximum, 19 personnes par groupe. Les billets, vendus en ligne à 16 €, se sont arrachés en moins de 30 minutes pour ce week-end de réouverture. Après l'ouverture de la cathédrale en décembre dernier, cette réouverture marque une nouvelle victoire dans le chantier de Notre-Dame. D'ici quelques mois, la restauration se poursuivra avec la rénovation du chevet, à l'est de l'édifice. Un monument restauré, symbole d'espoir et de résilience, qui retrouve sa place au cœur de la capitale et dans le cœur des Français. Et si les nouveaux apprentis des peintres étaient des robots? À Montréal, une start-up développe des machines capables de reproduire les toiles d'artistes avec une précision troublante. Une innovation qui soulève espoir et inquiétude dans le monde de l'art entre créativité humaine et intelligence artificielle. Trait après trait, ce bras robotisé reproduit à l'identique une œuvre d'Audrey-Ève Goulet. Une prouesse signée Acrylic Robotics, start-up montréalaise qui veut donner une nouvelle vie au tableau d'artiste. C'est très impressionnant de le voir travailler, dit-elle. On dirait vraiment une de mes peintures. À l'origine du projet, Chloé Rayad. Adolescente, elle passait des semaines à refaire ses propres toiles pour ses proches. Ingénieure de formation, elle fonde Acrylic en 2021 avec une idée, capturer l'aura d'un tableau grâce à l'ordre des coups de pinceau.
Les artistes recréent d'abord leur œuvre sur tablette. Le robot enregistre chaque pression, chaque vitesse, chaque teinte et transporte le tout sur toile. Le résultat, des orographes, des reproductions en relief, vendues entre 200 et 1000 $. Les peintres perçoivent une commission pouvant aller jusqu'à 50%. Succès immédiat, plus de 500 artistes sont déjà sur la liste d'attente. Un compromis pour nombre d'entre eux, souvent exclus des circuits élitistes des galeries en quête de revenus. C'est sûr qu'il y a un peu moins d'histoire derrière, reconnaît Audrey F. Goulet. Mais ça permet de diffuser mon art à plus de monde et à des prix abordables. Pour l'instant, Acrylique vit surtout aux commandes d'organisations comme les chaînes hôtelières qui achètent en masse. Nous ne remplaçons pas les artistes, insiste Chloé Ryan. Une technologie qui fascine autant qu'elle inquiète. Entre main de l'homme et pinceau de la machine, l'art du futur pourrait bien être une collaboration à 4 mains. Et c'est la fin de ce journal. Merci et bonsoir.